Alors, j'aimerais vous poser une question et j'attends des réponses sincères et honnêtes. Histoire qu'on fait comme si on n'a pas la réponse alors qu'on la connaît. On va mettre ça de côté. Vous voyez de quoi je parle? À partir de quel moment vous trouvez que la personne qui vous parle est authentique? Oui? Ouais, tu regardes droit dans les yeux. Ça fait une chose, oui? À partir du moment où elle te convainc. Ok? Oui, Bernardin? Tu te retrouves dans ce que la personne dit. Intéressant. Oui? À partir du moment où sa façon de parler, sa gestuelle, reflète ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'est pas qu'il dit A et puis la gestuelle dit B. D'accord? Romain, Loïs, plutôt, on finit avec... Voilà, elle ne tâtonne pas, ça coule de source. C'est fluide. Ok? Oui, oui. La personne avance des preuves. Ok? Tu es d'accord avec ce qu'elle a dit? Toi aussi tu es d'accord. Pourquoi à son tour vous êtes moins d'accord? Oui. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui savent tellement mentir. Quand je regarde dans les yeux, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Ok. C'est coordonné. Donc elle commence à prouver avec des preuves de façon cohérente. Là ça peut aller. Ok. D'accord. C'était tout? Hein, la gestuelle, le regard, la fluidité. Est-ce que vous suivez ce qu'elle a dit? Quelqu'un qui est authentique, quand tu vois, tu sais aller. Donc, quand on voit la personne physiquement, on a une idée. Quand on se retrouve dans ce que la personne dit, on a une idée. Quand la personne parle avec des preuves de ce qu'elle avance, ça donne une idée de l'authenticité de la personne, mais également sa gestuelle, sa posture, le manque d'hésitation, son regard et même sa voix. C'est bon, allô? Donc la capsule est finie. Merci beaucoup pour les arguments avancés. Que Dieu vous bénisse. On va noter 4 choses, non, ça fait 5. Le regard, yeux dans yeux. La posture et la gestuelle d'être consciente et inspirante. Avancer des preuves. Dire ce dans quoi les gens se retrouvent. Avoir le look qui va avec ton discours. Je ne parle pas d'argent en culotte. Hein? On note autant d'arguments et on sait que pour la capsule d'aujourd'hui, on est OK. N'est-ce pas? C'est pas la peine de bouffer 20 minutes. Notre très cher chronomètre, c'est seulement autant qu'il y a un chronomètre à l'eau. Hein? Ok. D'accord. Donc c'est pas la peine de bouffer des minutes. Chers tous, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on achète un produit ou un service, la plupart du temps, les gens sont convaincus que ce que nous avons acheté, c'est le produit lui-même. C'est-à-dire que j'ai acheté un téléphone. Quand les gens voient, ils se disent, il a dépensé autant d'argent pour s'acheter quoi? C'est ce qui arrive d'ailleurs très souvent quand on voit une jeune femme de 20-22 ans posséder un iPhone 16 et on demande le prix du iPhone 16. On dit, elle a dépensé autant d'argent pour acheter un. Il y a des gens, quand tu vois la voiture qu'il conduit ou la maison de laquelle il habite, on dit qu'il a fait autant de dépenses juste pour s'acheter une voiture. Au port, il y a des voitures de 800 000 qui roulent bien. Avec clim. Hein? Tu as donné un nom, c'est quoi le nom de la voiture? Il y a de très belles voitures, 800 000, 1 million. Tu dédouanes avec 1 500 000 quelques taxes. 1 800 000 la voiture est en circulation avec plaque et assurance 1 an. Pourtant, il y a des gens qui vont dans le même port et ils sortent une voiture de 22 millions. D'autres, une voiture de 50 millions. Tu te dis, mais il a dépensé autant d'argent pour s'acheter une voiture. Qu'est-ce qui convainc?
La qualité, oui. La marque aussi, quand même. Tu regardes, tu dis, mince, c'est une Lexus. Alors, c'est une BMW. Pas un 46, hein? Quand même, c'est une Mercedes. Hein? Une G-Wagon, c'est pas la peine de... Voilà. En vrai, ce que les gens achètent, c'est pas des produits. Les gens achètent une situation. C'est-à-dire que, après avoir acheté le iPhone 16, quand j'entre dans une salle, dans une chambre ou dans un lieu où il y a d'autres filles et que je sors un iPhone 16, toutes les filles savent qu'il y a fille et il y a fille. Vous voyez là où je vais en venir? C'est vrai qu'on est tous véhiculés, mais quand on va se garer ensemble dans le parking du 2 février et que vous descendez de votre BMW E46 de 2 millions et que moi je sors de ma Lexus NX 300 de 22 millions 500, toi et moi nous savons que là où nous partons dans l'hôtel, là, ça va pour faire la même chose. Ça va pour aller consommer les mêmes produits. Je n'ai pas besoin de te dire mon nom, tu me crains. Hein? Voilà où je vais en venir, n'est-ce pas? Nous pensons que les gens achètent des produits, mais ce que les gens achètent, ce sont des situations. Ce sont des conforts, des sentiments, des réalités. Il se dit, après avoir acheté ceci, j'aurai telle situation, j'aurai tel sentiment, j'aurai telle émotion, j'aurai tel confort. Maintenant, quand vous passez devant pour faire votre discours, est-ce que vous savez ce dans quoi les gens qui vous écoutent se trouvent? Je m'adresse à nos chers orateurs. J'ai raté ton discours. Oh, je vais voir la vidéo. Hein, double. Quand tu as fait le discours aujourd'hui, n'est-ce pas? Quel est le sentiment que ce public a ressenti pendant que tu parles? En réalité, lorsqu'on parle de la parole qui touche, parce que c'est le but de la capsule aujourd'hui, parler de la parole touchante, l'art de parler avec authenticité. La plupart du temps, l'orateur pense à lui. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour être authentique? Qu'est-ce que je dois dire pour être authentique? Quels sont les gestes que je dois avoir ou que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois poser pour paraître, du moins, pour être authentique? Alors que, en réalité, on doit penser plutôt au qu'est-ce que le public doit avoir? Qu'est-ce qu'il doit ressentir? Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il doit recevoir? C'est pour cela que dans des boutiques où on vend des voitures de luxe, quand vous venez, on vous permet d'essayer une voiture. Pourtant, on sait que c'est une voiture de luxe et qu'une petite égratignure pourrait réduire son prix de moitié. Mais on vous dit, montez dans la voiture, démarrez. Et quand vous démarrez, vous ressentez le bruit du moteur depuis votre poste de pilotage. Surtout quand c'est une Maserati. Hein? Le bruit que tu entends va te faire oublier le prix. Parce que tu vas te dire, donc je vais sortir d'ici et ne plus jamais entendre ce bruit. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Après on dit, on ne t'arrête pas là, teste les options. Mets la musique et tu mets la musique. Et ça joue comme. Et là tu repenses au bruit que produit ta propre voiture. Quand tu mets une chanson de rap américain et tu n'entends que le boom ne vient pas. Tu dis mince. Et là tu oublies peu à peu à quel point le prix il est important. Quand tu finis, on dit bon monsieur on va fermer. Merci de sortir. Si vous n'êtes pas encore décidé pour revenir demain, on ne vous oblige pas, on ne vous bouscule pas, on ne vous pousse pas. Ce qu'on a fait suffit. Vous sortez de là avec un dilemme. Mince, cette voiture. Et puis on te dit il faut prendre une décision courageuse. C'est le discours qu'on va te faire. Mon frère, tu sais, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions courageuses. Imagine que tu meurs demain. Est-ce que tu peux regarder en arrière et dire la vie que j'ai vécue me plaît? Alors imagine que tu vas mourir après-demain.
Quelle est la décision que tu dois prendre aujourd'hui et demain pour être sûr que quand tu mourras après-demain, tu te retournes en arrière et tu dis ouais, je n'ai pas tout eu, mais ça allez marcher. Et toi, tu descends les escaliers, tu sors dans la rue et on s'assure que cette boutique est dans un quartier où ce genre de voiture abonde. Donc quand tu sors, tu vois un gars passer avec la même voiture. Tu te reposes la question, si je meurs de Et au bout de quelques temps, tu vides ton compte, tu reviens, tu débousses et tu prends la voiture. Mais après quelques minutes de conduite, tu réalises qu'en fait, ça n'a aucune différence. Surtout quand tu espérais en fait passer dans une ruelle où les gens sont souvent assis, tu vas mettre la musique et baisser les vitres. Et puis tu vois, on dit les mains à 10h10. Quand tu poses une main sur le volant, tu poses l'autre sur la fille. Maintenant tu pars dans la ruelle, il n'y a personne. Tu fais semblant, tu reviens. Tu tournes et tu reviens, il n'y a personne. Tu cherches l'autre ruelle, il n'y a personne. Il y a un quartier, il y a une fille là-bas qui est souvent devant la porte. Quand tu passes souvent à pied, elle te salue. Tu dis aujourd'hui, elle est passée en voiture. Tu passes pour la première fois, elle est passée là. Au bout de la journée, tu regardes la voiture, elle te regarde et tu réalises que tu viens de faire une très belle connerie. Le pire, c'est qu'après-demain, tu n'es pas mort. La voiture est toujours là et ton compte est vide. Maintenant, s'il faut revendre la voiture, il faut la dévaluer. Parce que personne n'est prêt à prendre une voiture déjà utilisée au prix d'usine. Maintenant, tu as investi plusieurs millions pour en perdre et tu réalises que tu as fait une très belle connerie. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver là? C'est parce qu'on t'a fait te sentir dans un monde différent de celui auquel tu es habitué. Je vais vous dire une chose, le public qui est en face d'un orateur est déjà habitué à certaines choses. Ce n'est pas sa première fois de voir quelqu'un parler, ce n'est pas sa première fois de voir quelqu'un se présenter, ce n'est même pas sa première fois de voir quelqu'un faire un cours, ce n'est pas sa première fois d'être dans une assise ou d'être dans un public. Il est habitué à cela. Il y a un certain nombre de prototypes et de stéréotypes qui sont déjà installés. Toi, quand tu viens, tu n'as rien de nouveau. Parler à une personne et la toucher demande d'abord, en tant qu'orateur, que tu puisses être quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire unique. Quelque chose que toi seul peux offrir. Si je demande à mes chers orateurs du jour et aux orateurs du prochain jour, qu'est-ce que vous avez d'unique à offrir, on sera très peu à répondre. Et on doute beaucoup de la réponse qu'on apporte. Qu'est-ce que j'ai d'unique à offrir? On a écouté 5 orateurs, on a écouté un président, on a écouté un alpha et un bêta, on a même écouté, on va écouter les évaluateurs et autres personnes, mais quand on va écouter Dorinel Okonzo, qu'est-ce que j'ai d'unique à offrir? Quand je suis conscient de cette chose, je m'assure que mon discours en soit meublé à foison et à profusion. Vous avez écouté tout le monde, maintenant c'est moi. Mais après tout, le public qui est en face de moi a besoin de quoi? Tout comme le vendeur de voitures, je dois savoir que le monsieur qui est en face de moi a besoin de s'évader. Il est habitué au Toyota. Il faut qu'il s'évade, il faut qu'il vive un truc nouveau. Quelle est la nouvelle chose que je dois lui faire vivre? Ce qu'on a cité tous ensemble sont des choses importantes. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à la formation. Communication visuelle, en termes d'apparence et de look. Imaginez que je débarquais aujourd'hui avec une culotte qui en plus est blessée. J'étais en tapette et que j'ai mis un tatouage ici. Dori Anaconda. Et puis on dit le président de Haut Press Club. On dit oh, pourquoi on est venu ici? On va se... Et puis je mets la main de la poche, je sors et je dis oh, les gars, c'est comment? La communication visuelle quand elle parle, d'accord? Mais également le regard que j'ai envers vous. Si je parle, je ne vous regarde pas, ça ne sert à rien. Ça, c'est les béabas de laboratoire. Le fait d'être fluide, d'être aisé dans son propos, c'est les béabas. Mais une fois qu'on a fini avec sa posture et sa gestuelle, avec son regard et sa fluidité, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau. Et je vais vous le dire, je ne vais jamais animer un événement où personne ne rit. Donc, le jour où vous allez perdre un parent, ne me prenez pas comme maître de cérémonie. Allô? Je viendrai à la veillée. Si vous me donnez un micro,
vous allez oublier que c'est la vie. C'est un principe. Je n'animerai jamais une formation pendant 10 minutes et personne ne rit. Parce que moi j'ai compris une chose. Ce qui me détend, c'est le fait d'être dans une bonne ambiance. Ce qui me rend éloquent, c'est le fait d'être dans une bonne ambiance. Si on se fâche, vous et moi maintenant, et qu'on se met dans ce genre de conflit, même mon éloquence va fouiller. Ça, je le connais. Alors quand j'anime un événement, je m'assure que dès les premières prises de parole, les gens puissent se sentir à l'aise. Il faut qu'il y ait une blague, il faut qu'il y ait quelque chose qui détend. Et je ne vous cacherai pas, c'est une clé d'ailleurs, les erreurs que je commets. Souvent, ce qu'on fait, c'est que j'ai un discours, je viens devant, je suis face au public, je tremble et je veux m'assurer que le public ne voit pas que je tremble. Alors qu'est-ce que je fais? Je me cache derrière le lutrin, numéro 1. Numéro 2, quand je lève les mains, je vois que ça fait ça. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, quand, à un moment donné, quand ils parlent, on commence à voir. Comme celui-ci est lourd, on ne sent rien, mais il y a des gens, celui-ci c'est en vert. Donc, je reste comme ça. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère. Je parle du début jusqu'à la fin et je suis collé au lutrin. On dirait qu'on a mis super coup. Et quand il n'y a pas de lutrin, c'est là où il y a pire, parce que les mains tremblent, qu'est-ce qu'on fait? On les occupe. Donc moi je m'appelle Dorinel, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Et tout le monde se demande, tu t'es sali ou bien? C'est ce qui tue l'authenticité d'un orateur, la volonté de dissimuler ses faiblesses. Le public qui est en face a tout autant de trac que vous. Dans la preuve, vous avez terminé vos parties, vous les invités pour les improvisations. Vous n'avez pas vu que... Vous n'avez pas remarqué. Donc, est-ce que je peux commettre une faute de langue? Oui, les amis. Est-ce que je suis inquiet? Non. Le jour où on a inventé le mot déchiré des dictionnaires, j'étais absent. Est-ce qu'il se peut que je donne un argument qui n'est pas très soutenu? Oui. Est-ce qu'il est possible que je paraisse peu convaincant? Oui. J'ai l'habitude de dire, si Jésus n'a pas convaincu tout le monde pour être chrétien. Mahomet aussi a essayé, combat, car personne, tout le monde n'est pas musulman. Bouddha a fait jusqu'à Ascension. Personne, tout le monde n'est pas bouddhiste. Les Indiens ont dit, bon, nous on va parler avec un seul gars. On prend 12, alors 15, Shiva, Ganesh, machin. On a fait sortir tout le monde. Les gens même en Inde sont chrétiens et musulmans. Il y a un seul chrétien. Les Grecs ont dit, bon les gars, nous on va prendre un dieu et puis plusieurs sous-dieux. Il y a un gars pour le soleil, il y a un gars pour la lune, il y a une dame pour la mer. L'agriculture va donner aussi un dieu. Comme ça, ceux qui aiment l'agriculture auront leur dieu, ceux qui aiment la pêche auront leur dieu. Même là-bas, on trouve des chrétiens et des musulmans et des bouddhistes. Maintenant, qui suis-je? Si les gars, tout ce monde n'a pas convaincu, qui suis-je pour devoir convaincre tout le monde? L'authenticité d'un orateur commence à partir du moment où il prend conscience de son côté unique et qu'il décide de se foutre complètement de ce qu'il ne sait pas faire. Alors, je ne sais pas le faire. Et alors, et si vous savez tout faire? Vous avez honte là, vous êtes assis? Hein? Pourquoi moi je vais avoir honte? On touche les gens quand on se montre vrai. Alors il arrive que je trébuche quand je parle. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je ne trébuche pas tout le temps. Il m'arrive de commettre des fautes quand je parle. Je ne suis pas inquiet. Je ne passe pas mon temps à commettre des fautes. Il m'arrive d'oublier mon texte quand je parle. Cela ne me dérange pas. Je n'ai pas une mémoire infaillible. Il m'arrive même de confondre les mots que je veux utiliser, de donner au public l'impression que je me perds. Ce n'est pas un problème. Parce que si je me perds pendant 10 secondes, alors que j'ai parlé 5 minutes, j'aurais tort de passer pour rien du tout les 4 minutes 50 secondes et de me focaliser sur les 10 secondes qui n'ont pas marché. C'est une grave erreur. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez un cahier avec un carnet, interrogez tous ceux qui sont autour de vous, interrogez vos habitudes et votre mémoire pour trouver ce que vous avez d'unique. La chose qui fait que vous avez des amis.
Vous-même, quand vous dites je ne vaux rien, je ne mérite rien, pourtant tu as des amis. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qui fait que vous avez des amis? Trouvez cette chose. Même vos amis peuvent ne pas en être conscients, mais demandez-leur. Si je décède, qu'est-ce qui va vous manquer? Hein? Supposons que je quitte ce monde aujourd'hui, on est amis, qu'est-ce qui va le plus te manquer? Même si c'est les moments où je ne dis rien, qui te permet de rester calme, il faut le dire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens font appel à vous au travail? Vous n'étiez pas seul, vous n'êtes pas seul à chercher du boulot. Pourquoi vous avez recruté vous? Qu'est-ce qui vous rend unique? Vous devez le trouver. Et quand vous venez devant, c'est ce que vous vendez, c'est ce que vous montrez. Je ne sais pas faire 1001 choses, mais la 1002e chose que je sais faire, la voici. Et quand je la fais, je suis le meilleur. Je n'ai rien à foutre du fait que vous cherchiez les 1001 première chose. Dans un concours d'art oratoire, le jury sait que tout le monde est là parce qu'il est capable de parler. C'est même ce qui blesse souvent quand on est membre d'un jury. On sait que vous n'êtes pas candidat parce que vous savez parler, tout le monde là le sait. On cherche celui qui va nous dire quelque chose qu'on ne sait pas. On cherche celui qui va nous faire sentir quelque chose que les autres n'ont pas pu nous faire sentir. Parfois tu es tout à fait ridicule dans tes propos, mais pendant que tu parles, on se sent heureux, tu nous détends. Alors on se dit, parmi vous tous, un seul nous a détendu, c'est lui. Il est le champion. Tu as beau monter, caler en l'air, que tu as dit tout ce qui était vrai, on s'en moque. Mais c'est que souvent on ne comprend pas. On ne cherche pas celui qui a les meilleurs arguments, on cherche celui qui les présente d'une manière qui permet au jury de ne pas avoir des mots de tête quand il faut faire le choix. Vous savez, quand on entre dans une salle de délibération, on se pose une question. Les gars, ton meilleur candidat c'est qui? Ah, moi c'est un tel, et toi, c'est la même personne, toi. Donc, on est d'accord, c'est lui le champion, mais on cherche les autres. Le deuxième dit. Parce qu'on n'a que 20 minutes pour délibérer. Le public attend de connaître le champion. Si nous sommes tous d'accord que c'est lui, alors c'est lui. Si c'est elle, alors c'est elle. Pourquoi? Parce que lui, au moins, s'est démarqué. Après, aujourd'hui, vous aurez à prendre la parole encore une fois. C'est pas tout le monde ici qui est membre de Ofrix, donc c'est pour que vous parliez hors de ce club. Quand vous serez face à votre public, vous ressentirez toutes sortes de peurs. La liste est infinie. Mais il y a une seule chose qui est vraie, c'est que même avec cette peur, vous irez devant. Avec ou sans cette peur, le public sera le même. Rien ne va changer. La seule chose qui va changer, c'est comment vous allez faire votre discours. Vous avez le choix. Accepter devant le public que vous avez peur et laisser le public vous aider à gérer votre peur. Pour faire semblant que vous n'avez pas du tout peur et pousser le public à attendre de vous ce que vous ne pouvez pas offrir. Et à la fin de votre prise de parole, vous ne pourrez jamais en vouloir au public. Il ne vous a pas demandé d'aller devant. Mais vous allez vous en vouloir à vous-même. Et ce qui détruit la confiance en soi, c'est le fait d'aller essayer quelque chose et d'échouer. Après, on se dit, je n'aurais pas dû. Allô? Je n'aurais pas dû. Le je n'aurais pas dû fait que la prochaine fois, on dira je ne peux pas. Allô? Après le je ne peux pas, au bout de 4-5 fois, on dira je ne suis bon à rien. C'est l'accumulation des je ne suis bon à rien qui pousse à l'exclusion. Qui pousse les gens à passer leur temps à s'insulter eux-mêmes. Quand on leur donne le micro, ils disent je n'ai pas grand chose à dire, mais personne n'a dit ça, mais toi-même tu avoues. Ce que je vais dire peut ne pas être important, mais c'est ma contribution. Qui t'a dit que ce n'est pas important? Soyez authentique en vous montrant vous-même. Pas en vous dénigrant, mais en parlant avec vos défauts. Le plus important, c'est qu'il y a dans la salle au moins 2 personnes qui ont exactement les mêmes problèmes que vous. Au moins 2. Si tout le monde se fout de ce que vous faites, sachez qu'il y a au moins 2 personnes qui bégayent comme vous. Il y a au moins 2 personnes qui tremblent comme vous. Et il y a au moins 2 personnes qui, comme vous, prient pour ne pas être devant. Quand vous aurez fini, dites à ces 2 personnes,
je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis quitter la tête haute. Personne n'est décédé après avoir échoué à un discours. Vous ne serez pas le premier. Maintenant, si vous l'êtes, informez-moi. Mais de garde, ne mourrez pas.